Demande à ta mère. Non, c'est pas possible. Mais pourquoi faire? À ma mère. Qu'est-ce que je pourrais lui dire? Pourquoi pas mon père? C'est gênant de parler de ça. Oh là là. Bienvenue à bord du 7e épisode de Demande à ta mère. Comme vous le savez, nous explorons pour vous des sujets de santé féminine sans tabou pour mettre vos connaissances à jour et vous faciliter la tâche dans la transmission des bonnes informations à vos filles. Dans ce nouvel épisode, nous allons aborder le sujet des cystites, des infections urinaires fréquentes chez les femmes qui nécessitent de bons gestes curatifs et préventifs pour en souffrir le moins souvent possible. Pour parler de ce sujet, j'accueille aujourd'hui le docteur Sam Ward, urologue et sexologue à Bruxelles. Bonjour docteur. Bonjour. Alors les cystites sont fréquentes chez les femmes. Les chiffres rapportent qu'une femme sur 10 est en effet touchée par une cystite chaque année et que 20% des femmes qui ont une infection urinaire en auront une autre et 30% de ces femmes souffriront encore d'un nouvel épisode. Ce n'est donc pas un phénomène anodin, mais avant d'entrer dans les détails, commençons par le début. C'est quoi exactement une cystite ? La cystite, c'est une infection urinaire de la vessie. Elle se produit lorsque des bactéries pénètrent via l'urètre dans la vessie, entraînant tout d'abord une colonisation de la vessie par ces bactéries, ensuite une inflammation et puis une infection. Et comme vous le dites, la cystite est une infection fréquente, surtout chez les jeunes femmes, quand elles débutent les premiers rapports, et aussi chez les femmes une fois que la ménopause s'est installée. D'accord, 2 moments importants dans la vie des femmes en tout cas. Alors comment on fait pour reconnaître cette infection urinaire quand on est une jeune fille ou une femme, et surtout pourquoi consulter, quels sont les signes, quels sont les symptômes et quand s'inquiéter? Tout d'abord, il y a une douleur qui s'installe et une envie impérieuse d'aller aux toilettes pour finalement ne mettre souvent que quelques gouttes. Ça, c'est vraiment les premiers symptômes. Et cette douleur, elle se situe alors souvent au bas du ventre, à hauteur du pubis, ou bien aussi au bout de l'urètre. Après, des brûlures peuvent apparaître. Si des brûlures à la miction viennent s'y ajouter, il n'y a quasiment plus aucun doute. Plus l'infection est avancée, plus le besoin d'uriner et les douleurs spasmodiques comme des crampes s'intensifient. Quand les bactéries gagnent encore plus du terrain, la vessie est alors irritée et signale de plus en plus fréquemment qu'elle doit être vidée, d'où la fréquence urinaire qui augmente. On parle alors d'une fréquence anormale. On va uriner plusieurs fois la nuit quand on n'a pas l'habitude de se lever ou plusieurs fois par heure. L'urine peut être trouble et aussi avoir une odeur désagréable, parfois même contenir des globules rouges qu'on peut voir à l'œil nu. On urine alors du sang, on appelle ça l'hématurie. D'autres symptômes peuvent aussi accompagner, comme l'incontinence. On n'en parle pas assez souvent de cette incontinence. Alors, on ne parle pas d'une incontinence à l'effort. Donc, l'incontinence à l'effort, on perd quelques gouttes quand on tousse. Non, ça n'a rien à voir. C'est une incontinence impérieuse. On sent le besoin d'uriner et avant même d'arriver aux toilettes, on perd des gouttes d'urine. C'est ça. Et ça, c'est aussi fréquent chez les jeunes filles que chez les femmes ménopausées, puisque vous disiez effectivement que c'est 2 périodes importantes. Absolument, ces symptômes sont vraiment prononcés. Et on peut s'imaginer quand on a cette perte involontaire d'urine, c'est fort gênant, surtout quand on n'est pas chez soi et qu'on n'a rien prévu pour se changer. Pour se protéger. Alors, vous le dites, les causes de ces infections urinaires peuvent bien sûr être diverses, mais il s'agit toujours de contamination bactérienne. Et elles viennent d'où, ces bactéries, docteur? De quel type elles sont? Et comment surtout on fait pour poser un diagnostic précis? Dans la grande majorité des cas, il s'agit d'infections bactériennes, on va dire 99% des cas. Par contre, il existe des cas d'infection par candida, le candida qui est une mycose, ou bien d'autres infections virales dont on ne connaît pas toujours l'importance scientifique, mais bon, c'est extrêmement rare. Le pathogène le plus fréquent, c'est-à-dire la bactérie qui est le responsable de la majorité des infections urinaires, c'est le E. coli. Alors, le E. coli, c'est une abréviation. Le nom réel, c'est l'Escherichia coli. Qui est assez difficile à dire. Oui, mais je propose qu'on va utiliser l'abréviation. E. coli. E. coli, voilà. Et 90% des cystites sont donc dues à la bactérie du E. coli. Et pour le reste, il y a d'autres bactéries comme le Klebsiella ou l'entérocoque. Et en fait, cette bactérie, le E. coli, elle fait partie de notre flore naturelle où elle joue vraiment un rôle important
utile et surtout sans danger à hauteur de la flore intestinelle. Il est tout à fait normal d'avoir des bactéries à hauteur de l'intestin, le gros intestin, qui nous aident à la digestion. Et d'ailleurs, beaucoup de recherches fait sur les rôles bénéfiques des bactéries à l'intestin. Le fameux microbiome dont on parle tout le temps. Effectivement. Et c'est intéressant à savoir qu'il y a même des traitements pour certaines affections de l'intestin où on parle d'une transplantation de bonnes bactéries. Mais bon, c'est pas le sujet aujourd'hui. En tout cas, ce E. coli va à un certain moment, il va monter, il va coloniser l'urètre chez la femme. En plus, contrairement à l'homme, l'urètre ne fait que quelques centimètres de long, environ 2 à 5 centimètres. Et un deuxième facteur de risque, c'est que la distance entre l'anus et l'orifice de l'urètre, elle est très courte. C'est ce qu'on appelle la zone du périnée. Mais les bactéries ont alors vite fait de se retrouver à l'urètre, puis à la vessie, où elles peuvent alors être nocives à l'opposé des intestins. Et donc, ces bactéries peuvent arriver à l'urètre, dans la vessie, sans que la femme ne s'aperçoive ou le ressente. Des mécanismes de défense, normalement, existent. Ils sont efficaces, mais pas toujours. Et donc, si le système immunitaire est affaibli, si le E. coli s'attache à la muqueuse, à la paroi, peut alors provoquer tous les symptômes dont nous avons parlé. Mais comme je vous ai dit, E. coli 90%, il y a d'autres bactéries, le Klebsiella, l'entérocoque. Alors, comment pose-t-on le diagnostic? Vous m'avez posé. J'aimerais rassurer tout le monde, c'est assez facile de poser le diagnostic. Il ne faut pas consulter d'urologue pour une simple cystite. Les médecins traitants, qu'on appelait avant les généralistes, connaissent très bien cette affection. Le diagnostic, il est clinique. On pose des questions et on le confirme au cabinet. On peut même utiliser une tigette urinaire ou des fois même un examen un peu plus spécialisé au laboratoire qu'on appelle alors un sédiment qui va déterminer la présence de certaines cellules comme des globules blancs ou des globules rouges dont on a parlé. Donc vous parlez là d'une analyse d'urine vraiment auprès d'un laboratoire. Exactement. Voilà. Un sédiment et culture. Et la culture va pouvoir dans un premier lieu identifier la bactérie qu'on appelle le pathogène. Et puis, dans un second lieu, ça prend un peu de temps, 24 heures à 48 heures, il va pouvoir nous offrir un antibiogramme. Alors, vous allez me dire, c'est quoi cet antibiogramme? C'est bien, vous faites les réponses et les questions. Docteur, j'aime bien. Non, mais c'est un outil performant qui teste en fait la sensibilité du pathogène, de cette bactérie présente dans les urines aux antibiotiques. Et ça, c'est quand même extrêmement important de nos jours parce que malheureusement, il y a de plus en plus de bactéries qui sont résistantes à nos antibiotiques et en plus, nous savons malheureusement que très peu de laboratoires effectuent de la recherche pour de nouvelles molécules. Donc, cela inquiète quand même fortement les médecins et la communauté scientifique, cette résistance. Donc, ça évite de prendre sans doute des antibiotiques auxquels on ne serait pas sensible ou en tout cas auxquels on ne peut pas répondre et d'éviter cette multiplication de résistance aux antibiotiques. Exactement. Alors, pour venir au bout d'une cystite, est-ce qu'il faut systématiquement recourir à la prise de ces antibiotiques ou bien existe-t-il d'autres traitements qui peuvent être efficaces? Tenons compte de cette résistance aux antibiotiques, là est toute la question et c'est une question vraiment importante. Il faut surtout faire la différence entre ce qu'on appelle la cystite aiguë, le problème en aigu, et puis la cystite qui va récidiver, qui va revenir plusieurs fois par an. On parle de cystite récidivante après 3 épisodes. Et donc, il y a des stratégies de traitement pour le traitement immédiat pour la cystite aiguë, puis il y a des stratégies et surtout de la prévention des cystites récidivantes. Donc la réponse à votre question, elle peut être courte, oui, il y en a quelques-uns et il y a de plus en plus d'études pour en trouver d'alternatives. Quand on a la patiente au cabinet, souvent elle a déjà des symptômes depuis au moins 24 heures, 48 heures et donc l'infection s'est déjà installée. Alors dans ce cas, la cystite aiguë, on prescrit quand même un court régime d'antibiotiques de maximum 3, vraiment maximum 5 jours. On connaît tous le sachet de phosphomycine ou de la nutrophérantoïne. Voilà. L'antibiotique qu'on prescrit à ce moment,
il n'est pas ciblé, puisque le résultat du test qu'on fait au laboratoire, ils prennent au moins 48 heures. Donc on appelle ça des traitements empiriques, sur base des infections les plus fréquentes dans la région. Et oui, tout cela est cartographié, les infections, les bactéries par région. Et donc il faudra dans un deuxième stade peut-être prescrire un antibiotique ciblé. Souvent, ce n'est pas nécessaire. Et donc quelques études ont quand même démontré que si on peut prendre des comprimés à base de, par exemple, D-mannose ou une combinaison de xyloglucane, hibiscus et propolis, dès l'arrivée des premiers symptômes, on peut éviter l'évolution vers une grosse infection et la prise d'antibiotiques. Donc ça, ce sont des traitements plus naturels en fait que les antibiotiques. Exactement. Oui. Et donc également, parce que là on parlait de la cystite aiguë, également dans le traitement des cystites récidivantes, là aussi on essaye de plus en plus d'inclure des stratégies sans antibiotiques. Plus de traitement de fond quelque part. Exactement. Alors quels sont les risques si on tarde à traiter une cystite? La cystite en fait c'est une infection urinaire des voies basses. Si on tarde à traiter la cystite, la bactérie, elle va coloniser les urétères. Les urétères, ce sont les canaux qui relient le rein à la vessie. Et donc, elles peuvent provoquer à ce moment-là une infection de ces urétères qu'on appelle urétérite. Et puis, dans une phase encore ultérieure, elles peuvent également coloniser le rein et alors provoquer une infection urinaire des voies hautes, une infection urinaire du rein qu'on appelle alors une pyélonéphrite. Et la pyélonéphrite, ça, c'est vraiment pas rien. On est malade. C'est douloureux. Ah oui, c'est douloureux. Oui. On a de la fièvre. On est au fauteuil, on est au lit, on est KO. Donc autant pas arriver jusque-là, en fait. Exactement, parce que la pyélonéphrite peut lier à un choc septique. Le choc septique, c'est quand l'inflammation se généralise, quand la bactérie quitte les voies urinaires et se propage dans les vaisseaux sanguins. Et en fait, le rein, c'est une éponge de vaisseaux sanguins. Donc la pyélonéphrite, il faut vraiment l'éviter. L'infection des voies urinaires hautes, il faut l'éviter. Le sepsis urinaire, il peut être mortel, surtout quand le diagnostic se pose tard ou, on en parlait, si le pathogène est résistant aux antibiotiques. C'est sûr. Donc surtout, il faut agir au plus vite quand on a ces fameux symptômes de cystite. Alors on sait aussi que certaines femmes sont plus sujettes aux récidives que d'autres. Qu'est-ce qu'on peut leur conseiller comme geste préventif d'hygiène ou de comportement? Et est-ce suffisant? Ou est-ce qu'il faut davantage pousser l'investigation médicale, dans ce cas, en recherchant peut-être des anomalies anatomiques ou des problèmes gynécologiques? Qu'est-ce qu'il faut faire? En effet, il y a des femmes qui sont plus sujets, mais il y a aussi des enfants qui sont plus sujets à avoir des infections à répétition, des cystites récidivantes. D'ailleurs, la définition, elle est importante parce qu'il y a une différence entre une récidive d'une cystite ou bien une cystite qui traîne, par exemple, parce qu'elle n'a pas bien été traitée. La cystite récidivante, il y a un intervalle de 3 semaines sans symptômes. Alors, pour répondre à votre question, faut-il investiguer? La réponse est clairement oui. Pourquoi? Parce qu'il y a en effet des facteurs de risque pour la cystite. Et certains de ces facteurs, on peut réellement les prévenir, on peut instaurer une prévention. Et un de ces facteurs de récidive, c'est le manque d'hydratation, surtout de nos personnes âgées et surtout quand elles sont en ménopause. Et donc, il y a des facteurs, on va dire, dans nos habitudes et dans notre hygiène de vie qu'on peut changer soi-même. Ou bien, il y a d'autres facteurs de risque qu'il faut traiter médicalement, voire des fois chirurgicalement. Je pense par exemple à l'incontinence urinaire à l'effort, je pense au reflux urinaire de la vessie, c'est des urines qui montent dans les urétères quand on urine. Donc ça, c'est des facteurs de risque où on doit vraiment intervenir comme urologue pour éviter les infections qui remontent. Donc il y a pas mal de choses à vérifier et ça mérite quand même, comme vous proposez, une visite auprès de l'urologue. Alors, il y a des tests bien sûr non invasifs
Ça, ce sont ce qu'on fait au cabinet. Il y a l'examen clinique gynécologique qui nous apporte beaucoup d'informations. Il y a l'échographie, ou bien des fois, il y a le scanner pour exclure des problèmes anatomiques ou bien des obstructions à cause de cicatrices d'interventions précédentes, des lithiases, les calculs rénaux. Et des fois, on a recours quand même à des tests un peu plus invasifs, mais qui ne sont pas douloureux, comme la cystoscopie, c'est-à-dire regarder avec la caméra à la vessie, ou bien une cystographie, par exemple. Ça, c'est une radiographie où on remplit la vessie et on a une imagerie de l'arbre urinaire. Donc on a quand même des moyens d'investigation qui sont bien connus et qui ont leur utilité suivant les cas. Exactement, et on ne doit pas effectuer tous ces tests d'emblée, c'est phasé, on exclut d'abord les facteurs de risque les plus importants, on a une discussion sur les habitudes, l'hydratation, uriner après avoir eu des rapports, comment s'essuyer, quel produit utiliser pour la toilette hygiénique, etc. Donc oui, il y a pas mal de choses. Oui, c'est bon de rappeler, comme vous l'avez dit tout à l'heure, quand on est confronté à ces symptômes et ces douleurs, dans un premier temps, le médecin traitant est certainement le plus à même de voir de quoi il s'agit. Et finalement, on n'arrive chez l'urologue que s'il y a ces complications ou ces récidives qui deviennent vraiment gênantes. Exactement. Alors, les cystites et les rapports sexuels, est-ce qu'il y a un lien direct ? Vaut-il mieux éviter aussi les rapports sexuels quand on est en plein épisode ou en crise de cystite ? Bonne question. Et la cystite n'est pas une maladie sexuellement transmissible. Par contre, il y a des maladies sexuellement transmissibles, comme par exemple le chlamydia, qui ont les mêmes symptômes qu'une cystite. Donc l'infection urinaire, elle n'est ni transmissible, ni contagieuse. Donc, oui, vous pouvez faire l'amour avec une infection urinaire, même s'il est préférable d'attendre que les symptômes disparaissent avant d'avoir des rapports pour un meilleur confort. On peut quand même facilement s'imaginer que quand on a des douleurs au bas du ventre, une fréquence urinaire élevée, de l'incontinence, des odeurs malodorantes, on n'est pas dans la des femme super n'est conditions, pas... Exactement. Donc, y a-t-il un lien direct? Vous me posiez la question. Le frottement au vagin, oui, il faut surtout analyser si la patiente a des douleurs, par exemple, durant le rapport. On appelle ça la dyspareunie. C'est très fréquent et beaucoup de nos patientes, de nos citoyens n'osent pas en parler. C'est très important quand même d'activement poser la question au cabinet. Avez-vous des douleurs durant le rapport, même quand une patiente vient se parler d'une cystite? Et cette douleur, elle peut être occasionnée par une affection de la peau. Comme à la ménopause, on sait qu'on a cette sécheresse vaginale qui est alors propice à des infections à répétition. Et ça peut parfaitement se traiter, les problèmes de peau. On peut aussi avoir une relaxation insuffisante du vagin, c'est ce qu'on appelle le vaginisme. Et ça aussi, ça peut parfaitement se traiter par de la kiné du périnée, c'est-à-dire la physiothérapie du périnée, pratiquée, bien sûr, par des kinésithérapeutes spécialisés dans le périnée. Il faut une formation supplémentaire, pas n'importe quel kiné. Et donc, mieux vaut uriner, comme vous dites, après chaque rapport pour vider la vessie et éviter alors des infections urinaires. C'est vraiment un conseil qui est souvent transmis de femme à femme. Les jeunes filles peuvent trouver ça un peu ridicule ou un peu daté, mais ça a vraiment son utilité en fait. Exactement. Poursuivons notre exploration des cystites avec le docteur Sam Ward, urologue et sexologue à Bruxelles. Alors j'aimerais maintenant aborder avec vous quelques sujets dont on entend très souvent parler autour de la cystite pour dégager un peu le vrai du faux, docteur. On vante par exemple souvent les vertus anti-infectieuses de la canneberge. Est-ce que c'est validé ou c'est du pipeau ? Bonne question. Ça fait des années qu'on effectue de la recherche pour les alternatives aux antibiotiques. Et je répète, c'est vraiment important. Et il n'y a pas que la canneberge. Il y a par exemple la combinaison d'hibiscus, propolis et xyloglucane. Il y a aussi la busserole. Il y a des instillations avec de l'acide hyaluronique, etc., etc. Les guidelines, nos lignes guides de l'association urologie européenne, la
c'est vraiment la Bible de l'urologie. Elle mentionne cette canneberge, elle mentionne la démanose, elle mentionne l'acide hyaluronique, mais informe que les études, et il y en a plusieurs qui sont présents, ne sont pas encore 100% concluants, parce que, par exemple, ce n'étaient pas des études en double aveugle ou parce qu'il n'y avait pas énormément de patients inclus. Donc, on n'a pas encore toutes les réponses pour dire oui ou non fermement. Il y a des études avec des effets positifs, il y a des études qui montrent aucun effet. Pour éviter les antibiotiques, en tout cas, ça a le mérite d'être testé. D'accord, mais donc une femme qui se trouverait bien justement en buvant du jus de canneberge régulièrement pour éviter les cystites, elle ne fait pas de faute majeure. Exactement, en tout cas il n'y a pas d'effet nocif. Alors en cas d'épisode de cystite, on dit qu'il faut réduire sa consommation de tabac parce que certaines substances seraient irritantes pour la vessie. Alors est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Je vous vois lever les yeux au ciel, je pressens que ça ne va pas être vrai. Oui, c'est faux. C'est pas ça qui va changer la vie. Par contre, l'effet du tabac sur la vessie et le risque accru de tumeurs de vessie est prouvé depuis longtemps et malheureusement très peu de citoyens le savent. On connaît tous le lien entre le tabac et les affections pulmonaires et le cancer, mais on oublie l'impact sur d'autres organes. L'abus de tabac joue un rôle primordial dans le développement de cancers de la vessie. D'ailleurs, est-ce qu'il n'y a pas une multiplication des cancers de la vessie depuis une vingtaine ou une trentaine d'années? Exactement, on voit de plus en plus de tumeurs de vessie, même si les hommes souffrent plus de polypes et de tumeurs que les femmes, il y a une nette augmentation. Alors du côté de la nutrition, il y a aussi des recommandations. Alors est-ce qu'elles sont validées à ce jour ou bien est-ce que rien n'est suffisamment démontré? On entend par exemple parler des myrtilles, de l'huile de cannelle ou même de l'impact positif du régime alimentaire anti-inflammatoire. Qu'est-ce qu'il faut en penser, docteur? Il est sûr que l'hygiène de vie joue un rôle primordial dans la santé. Et si la prise de certains compléments fait que, en combinaison avec certaines autres habitudes, comme l'hydratation, la miction après rapport, on a moins de cystite, alors où est vraiment le mal? En tout cas, nous avons discuté de toutes les mesures d'hygiène et des bonnes habitudes à avoir. Donc on pourrait, en conclusion, pour faire un petit résumé, rappeler que certains gestes peuvent vraiment être très bénéfiques. Le fameux fait de uriner après chaque rapport sexuel pour vider la vessie et chasser les éventuelles bactéries qui pourraient siéger dans l'urètre. Boire beaucoup d'eau en cours de journée, quel que soit son âge, jeune fille, femme ménopausée, jeune ou moins jeune, pour assurer en fait cet effet de dilution. S'essuyer d'avant en arrière après avoir été aux toilettes pour diminuer les risques de contamination. On sait que c'est un des principaux problèmes en fait anatomiques chez la femme, c'est cette proximité des orifices. Et puis consulter sans tarder en cas de douleur brûlante, d'envie pressante d'uriner et fréquente et tout signe inhabituel finalement par rapport à la miction. Exactement. Et j'aimerais ajouter, si possible, qu'il n'y a vraiment pas de tabou avec votre médecin généraliste ou avec votre urologue. Si vous avez des douleurs au rapport ou bien si vous souffrez d'incontinence qui sont des facteurs de risque, il faut en parler. Plusieurs traitements existent. Malheureusement, on sait qu'une majorité des femmes n'osent pas aborder ce sujet. Donc, parlez à votre médecin. Voilà. Merci beaucoup, docteur Sam Ward, d'avoir été à nos côtés dans cet épisode. Nous nous retrouverons, j'espère, très prochainement pour un tout autre sujet consacré aux droits sexuels, puisque vous êtes aussi membre de la chaire de l'UNESCO Santé sexuelle et droits humains. À bientôt, docteur. À très bientôt. Oh là là!